Est-ce que vous m'entendez correctement? Ah oui, pardon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui, d'avoir répondu présent pour ce point presse qui est organisé donc par SNCF Réseau. Merci au vice-président du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, cher Michel Neugnot, pour sa présence à nos côtés aujourd'hui. Merci au directeur régional de SNCF Voyageurs TER, cher Ronan Bois, et merci au directeur de l'axe TGV Sud-Est pour SNCF Voyageurs, cher Benjamin Hutto. Merci à toutes et tous, encore une fois, pour votre présence. Merci à Francesco Spoto, qui est assis au milieu de la salle et qui dirige l'établissement infra circulation pour Bourgogne-Franche-Comté et qui dirige notamment la commande centralisée du réseau Bourguignon-Franc-Comtois, où nous sommes aujourd'hui à Dijon. Donc c'est 120 personnes qui travaillent dans cette CCR, dans cette tour de contrôle du réseau ferroviaire Bourguignon-Franc-Comtois. Donc pour ma part, je suis Maxime Chattard, je suis le nouveau directeur territorial de SNCF Réseau depuis quelques semaines, juste avant l'été, j'ai pris mes fonctions. Merci donc pour votre présence. Depuis ma prise de fonction, j'essaye au maximum d'aller sur le terrain. Nous y sommes allés à bien des reprises, notamment dans le cadre des travaux sur Nevers-Dijon, avec le vice-président du Conseil régional. Nous sommes allés au lancement des travaux à Saint-Quaise début juillet. Nous sommes allés à Étang-sur-Arroux pour la dépose de l'ancien pont rail et pour la pose du nouveau pont. Nous sommes allés à Decize, à Autun. Nous étions encore la semaine dernière à Infy près de Nevers. Bref, nous allons autant que possible et voilà, je m'efforce d'aller autant que possible sur le terrain à la rencontre des populations, des élus locaux, des associations et évidemment des cheminots qui œuvrent, et on l'a vu la semaine dernière, parfois dans des conditions difficiles. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui les travaux que nous allons organiser, qui sont en cours pour certains et pour d'autres qui arriveront dans les prochaines semaines. Nous allons, même si le dossier de presse vous donne, parce qu'on a souhaité être totalement exhaustif sur les travaux à venir, il vous donne à la fois une visibilité sur les opérations 2023, c'est la carte que vous avez là, et qui liste toutes les opérations, vous les avez localisées avec les montants financiers, donc c'est extrêmement important. Nous allons faire un focus sur 2023, c'est important voilà, de bien faire ce focus, notamment sur les semaines qui viennent et sur le second semestre 2023, même si dans le dossier de presse, vous avez quelques perspectives pour 2024. Mais pour 2024, on aura le temps d'avoir d'autres conférences de presse où nous pourrons rentrer dans le détail d'opérations. Et bien évidemment, comme à chaque fois en début d'année, il y a des conférences de presse qui expliquent, détaillent, présentent les travaux de l'année en question. Donc en janvier prochain, vous l'aurez pour l'année 2024, mais on a quand même préféré vous mettre quelques perspectives pour 2024 dans le dossier de presse qui vous a été remis. Donc focus aujourd'hui sur l'année 2023. Et on a besoin de vous, les journalistes, pour nous aider à informer les populations sur les travaux qu'on réalise. Et voilà, on a besoin de pédagogie. Et vous êtes pour nous précieux dans cette information qu'on veut donner aux populations. On a besoin de vous aussi pour nous aider, et c'est pas facile, à positiver sur ces travaux. Parce que ces travaux, pour le ferroviaire, sont une bonne nouvelle. Même si on est conscient que c'est toujours une gêne pour les clients, usagers, voyageurs des trains. Voilà, c'est évidemment des contraintes supplémentaires, mais des difficultés parfois. C'est bien sûr pour les entreprises ferroviaires, pour TER et pour TGV, évidemment, ces entreprises ferroviaires voudraient pouvoir faire circuler davantage de trains. Donc on est conscient que ces travaux les gênent aussi. Pour le conseil régional, l'autorité organisatrice elle-même voilà, est en difficulté vis-à-vis des associations, des usagers, des clients qui voilà, l'interrogent sur ces travaux, leur pertinence. Donc, voilà. Donc on est conscient de tout ça, mais néanmoins, voilà, le message positif sur lequel je voudrais insister et sur lequel je sollicite votre bienveillance pour nous aider à relayer ce message, c'est que ces travaux sont une bonne nouvelle pour le ferroviaire. Voilà. Donc je voudrais moi me réjouir de ces travaux. Vous le savez, si on veut que le train contribue à la limitation des émissions de gaz à effet de serre,
Bon, bah, c'est important d'investir sur le ferroviaire coûte cher, mais voilà, ça vaut le coup, si je puis m'exprimer ainsi, parce que vous savez sans doute que les transports, dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est plus du tiers, hein, avec d'autres secteurs de l'activité économique du pays, mais en tout cas les transports, c'est plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette part du camembert, donc qui représente le tiers des émissions de gaz à effet de serre, le train, c'est seulement 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc n'ayons pas de doute sur le fait que le train, c'est la solution de mobilité durable, la colonne vertébrale des mobilités sur laquelle il faut s'appuyer, bien évidemment en articulation là où c'est pertinent, au bon endroit, au bon moment, avec les autres modes de transport, que ce soit le bus, le vélo, la voiture, évidemment tous les modes de transport. Donc une bonne multimodalité, une bonne intermodalité, c'est ce sur quoi nous misons au service de l'État et du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique. Vous dire que le réseau ferroviaire français, vous le savez, il est âgé. Il est 2 fois plus âgé que nos pays voisins. Hein, la moyenne d'âge du réseau ferroviaire français, c'est 35 ans. En Suisse, c'est 15 ans. En Allemagne, c'est 17 ans. Donc, il y a vraiment nécessité d'agir pour régénérer ce réseau. C'est d'ailleurs ce qui est à l'œuvre en région Bourgogne-Franche-Comté. 421 millions d'euros investis sur le ferroviaire en 2023, dont 163 cofinancés, ce qui veut dire aussi 258 millions d'euros, 258 millions d'euros en fonds propres de SNCF Réseau. C'est conséquent, c'est très important, c'est plus 40% par rapport à 2022, mais je reprends cette expression, ça vaut le coup, parce que pour les arguments que j'évoquais juste avant. Voilà ce que je voulais vous dire. SNCF Réseau, un petit mot de SNCF Réseau avant de vous parler des travaux. En Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau, c'est 3600 agents, donc au service du ferroviaire, au service de toujours plus de mobilité par train. C'est en moyenne 80 à 100 recrutements par an. Et pour la première fois en 2023, on est sur une tendance à la hausse des effectifs de SNCF Réseau pour Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est plutôt un message très positif. Quand il y a des investissements, c'est bon pour l'activité économique du territoire concerné, c'est bon pour l'emploi. Voilà, je veux donc souligner, quand je dis ça, l'engagement de l'État, évidemment, l'engagement du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, voilà, que je remercie. C'est évidemment, tous ces travaux ne seraient pas possibles autrement. Donc je tiens à le souligner et à insister sur cet engagement. Donc tout ça fait de SNCF Réseau l'un des premiers investisseurs publics du territoire. C'est important de le souligner. Et en termes d'achat et de commandes, c'est plutôt une fierté. On a 67% de nos commandes qui sont attribuées à des entreprises régionales. La moyenne nationale est plutôt aux alentours de 30. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de maintenir ce très bon résultat. Et donc on organisera dans les semaines qui viennent, en novembre prochain, le 16 novembre, au Palais des Congrès de Dijon, un grand forum économique sur cette thématique, faire un focus sur cette thématique de l'attractivité économique, de l'emploi, au travers de nos achats et de nos commandes. Vous dire donc sur les travaux donc avec un focus 2023, en particulier sur deux opérations en particulier, donc je les cite, donc Nevers-Dijon, et en particulier Nevers-Montchanin et Montchanin-Chagny. Donc on a là 150 km de ligne. Donc je disais que la moyenne d'âge du réseau en France est 35 ans, 2 fois plus âgé que nos pays voisins. Les composants de la voie sur Nevers-Chagny ont en moyenne 50 ans d'âge. Donc il y a une nécessité absolue d'intervenir sur ce secteur, sur cette ligne, la VFCEA, la voie ferroviaire Centre-Europe Atlantique, donc qui relie Dijon à l'ouest de son territoire et un peu plus largement, d'intervenir pour régénérer, pour moderniser, pour revitaliser cette ligne ferroviaire. Nous avons réalisé, donc avec le vice-président du conseil régional, des visites, je les ai citées, je ne les rebalaye pas, à Saint-Quaise, à Decize, à Étang-sur-Arroux, et puis encore la semaine dernière à Infy, pour montrer ces travaux. Et on voit bien que quand on est sur place et quand on observe
ces travaux qui sont toujours des travaux spectaculaires. Quand on a réalisé la dépose de l'ancien pont rail à Étang-sur-Arroux, les travaux sur place ne parlent que d'eux-mêmes. La semaine dernière, nous avions des associations qui étaient présentes, je ne citerai que l'AFNOT à Infi. On n'a plus de questions, de débats sur pourquoi est-ce que vous fermez cette ligne jusqu'à février 2024. Voilà. Je pense que la pédagogie qui était nécessaire et qui est peut-être un peu arrivée tardivement, elle fait son œuvre et en tout cas sur place, on aura l'occasion d'organiser d'autres visites chantiers où on vous conviera pour vous montrer tout ce qu'on fait. On renouvelle les voies bien sûr, on renouvelle des passages à niveau. On renouvelle des gares, on en fait deux, on en profite pour renouveler 2 gares, Montchanin et Puy-de-Cise dans le cadre de ces travaux, et on intervient sur 9 ouvrages d'art. C'est une opération conséquente. Dans cette enveloppe que je citais, Nevers-Chagny, c'est 137 millions d'euros, donc sur une ligne qui fait plus de 150 km, c'est conséquent. Les cofinanceurs, l'État et le Conseil régional, 62 millions d'euros, et SNCF Réseau contribue à hauteur de 75 millions d'euros. Donc là aussi, des investissements importants, et nous organiserons sans doute en octobre, fin octobre prochain, une visite sur la partie Montchanin-Chagny, où nous allons renouveler complètement les 2 voies, et pour faire ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle une suite rapide, donc un train travaux. C'est un train sur lequel il y a des ateliers qui se succèdent, et ce train progresse sur la voie à vitesse lente pour renouveler l'ensemble des composants. C'est spectaculaire, des trains travaux comme ça, il en existe très peu, et donc on a la chance d'avoir aussi des industriels qui investissent sur ce type d'outils, et on aura à faire cette visite, et on vous proposera cette visite dans le courant du mois d'octobre. Voilà, je voudrais vous parler également de la PLM Nord avant de passer la parole à Michel Nognaud. PLM Nord, donc c'est une ligne historique, Paris, Lyon-Marseille en passant par Dijon, qui date des années 1850, qui a été inaugurée sous Louis-Napoléon Bonaparte en 1849, et la portion qui relie Dijon en 1851 avec le tunnel de Blaisy, le tunnel de Blaisy à Blaisy-Bas. Donc bien sûr, il y a eu des opérations de l'entretien réalisées depuis cette date, mais ceci pour vous dire que la ligne est ancienne et qu'il est aussi nécessaire d'intervenir sur cette ligne-là, qui est une ligne très importante, pour la régénérer, pour la moderniser, pour la revitaliser. 2 opérations significatives, vous avez tout ça dans le dossier de presse avec les montants financiers, notamment entre Nuit-sous-Ravière et Fin-les-Montbard, où SNCF Réseau va moderniser les équipements de signalisation pour intégrer également cette section-là à la CCR, à la tour de contrôle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et l'autre opération qui va être réalisée en 2023, je vais vous donner les dates, c'est notamment sur le tunnel de Blaisy, qui est un ouvrage souterrain qui fait plus de 4 km et sur lequel on va intervenir pour conforter la voûte, pour conforter les pieds droits, donc les bases sur les côtés de l'ouvrage souterrain, qui en a bien besoin, sans quoi on aurait été obligé de réduire les vitesses, et bien évidemment c'est préjudiciable au temps de parcours et à l'attractivité du train, ce qu'on ne veut pas. Donc encore une fois, ces travaux sont une bonne nouvelle. Je vous donne les dates maintenant de ces travaux sur la PLM Nord, donc Paris-Lyon-Marseille, pour la partie qui est au nord de Dijon. Les travaux donc, du 18 septembre au 6 octobre 2023, donc 3 semaines, avec 5 week-ends, 23, 24 septembre 2023, 30 septembre, 1er octobre 2023, 7 et 8 octobre 2023, 14 et 15 octobre 2023, 21 et 22 octobre 2023. 3 semaines de travaux en 2023, important, et 5 week-ends concernés. Pendant ces travaux, SNCF Réseau a essayé de trouver le meilleur compromis pour maintenir le maximum de circulation. Et donc, en moyenne sur la PLM, retenez que c'est un peu schématique ce que je vous dis là, mais grosso modo, il y a moitié de circulation de fret, moitié de circulation voyageurs sur une journée en semaine. Voilà. Et donc, on va maintenir les circulations de nuit, puisqu'il y a des trains de fret. Il y a en gros la nuit 44 circulations de fret, et sur des itinéraires qui sont des itinéraires long parcours. Donc on va maintenir ces circulations fret qui sont importantes pour l'activité économique de notre pays. Et puis on va maintenir des circulations voyageurs. Pendant ces travaux-là que je vous indiquais, c'est important, vous l'avez dans le dossier de presse, mais j'insiste là-dessus, il y aura des circulations possibles. Dans la semaine, du lundi au jeudi,
Circulation possible aux heures de pointe, avant 10 heures et après 17 heures. Circulation possible avant 10 heures, après 17 heures, du lundi au jeudi. Circulation possible les vendredis et circulation possible les week-ends, le samedi matin avant midi et les dimanches après-midi. Donc voilà, quand j'énonce à la fois les dates et à la fois les circulations possibles, c'est pour insister, et on a besoin de vous pour relayer ces informations sur le fait que voilà, on a essayé de trouver les meilleurs compromis et de maintenir des circulations possibles. Bien évidemment, on invite les gens à anticiper leur déplacement, peut-être à s'organiser quand c'est possible en conséquence. Et il nous semblait important de vous donner ces informations aujourd'hui naturellement. Voilà ce que je voulais vous dire. En 2024, vous avez les perspectives dans le dossier de presse, ça va ressembler à ça. On va apprendre aussi de 2023. On aura une plage sur la PLM qui sera un peu plus large, qui va tenir compte aussi en 2024 de travaux qui vont avoir lieu dans la vallée de la Maurienne. Voilà. Et puis on aura une autre opération en 2024 qui va concerner la LGV cette fois-ci, une opération qu'on appelle LGV+, qui va être des techniciens pour répondre à vos questions si on en avait sur le sujet, mais grosso modo, cette opération va permettre d'implémenter des briques technologiques supplémentaires sur cette ligne-là pour permettre de réduire les interdistances entre les trains. Et donc on va gagner en capacité supplémentaire. C'est conséquent, on va gagner 25% de capacité supplémentaire et on passera progressivement de 13 à 16 sillons par heure. Donc c'est évidemment très important et la bascule aura lieu en 2024 sur un week-end de 4 jours, le week-end du 11 novembre 2024. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Bien évidemment, on répondra à vos questions. Je vous propose qu'on poursuive et je donne la parole à Michel Nognaud pour le conseil régional. Merci. Oui, vous pouvez l'applaudir. Bien. Ce rendez-vous inhabituel, puisque Maxime l'a dit, nous avions pour habitude avec SNCF Réseau et SNCF Voyageurs de faire une réunion annuelle sur tous les programmes. Et à la réunion du mois de janvier, j'avais dit que l'année 2023 serait une année assez horrible. Non pas en matière de travaux, en matière de conséquences des travaux sur les circulations de train. Et j'avais prévenu, on s'attendait à ce qu'il soit parfois délicat et difficile de faire comprendre à la population d'une façon générale, aux usagers voyageurs habituels, mais aussi surtout à ceux qui ne prennent jamais le train, qu'il ne saurait y avoir de travaux sans conséquences. Et vous voyez bien la nécessité, et Maxime y a bien répondu, de communiquer, toujours communiquer, dans le sens informer, toujours informer, et à chaque niveau d'information, rappeler la complexité de l'organisation ferroviaire. Je tiens à le rappeler cela. Vous êtes ici dans un lieu un peu magique, où toutes les commandes du réseau, là où c'est automatisé, et l'objectif c'est de l'automatiser puisqu'on arrive en France à une dizaine de commandes, alors qu'actuellement il y en a 2000, hein, à peu près, de lieux de commande. On comprend bien que ce sont des travaux gigantesques et qui ne se voient pas régulièrement. Quand vous faites l'assainissement dans une ville, on voit les trous que l'on creuse, l'incapacité d'utiliser normalement la rue, mais une fois que c'est rebouché, c'est comme avant pour nos concitoyens. Le train, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est pas totalement comme avant, c'est-à-dire si on ne fait pas ces travaux, il n'y aura plus de train. Il n'y aura plus de train parce que les parcours seront plus longs, et les parcours plus longs risquent de ne plus être en concurrence favorable avec le véhicule automobile. Donc c'est un enjeu très fort qui est mené.
On voit aussi à travers la présentation la complexité. Dire, on est à chaque fois dans des relations partenariales. Sur le financement, c'est le cas, et on est en train de travailler avec le préfet de région sur le nouveau contrat de plan mobilité 2023-2027. Donc il y a des complémentaires avec Réseau qui fait ce qu'il doit faire, l'État et la région qui concourent parce que si on laisse faire Réseau tout seul, ça mettra beaucoup plus de temps et on aura des dégradations qui se feront. Puis complémentarité aussi derrière, parce que quand il n'y a plus de train, enfin, quand il n'y a pas de train pour les réseaux de travaux, ce qui est nécessaire, alors vous aurez toujours un expert qui va vous dire, mais il y a possibilité de faire autrement. Il y a toujours possibilité de faire autrement, mais on fait toujours le choix le meilleur. Le meilleur dans le cadre du développement durable, c'est le meilleur en matière d'équilibre financier, le meilleur dans le cadre du développement écologique, notamment de la lutte contre l'économie carbonée, et le meilleur dans le cadre social, qui est le problème pilier, pour gêner le moins possible nos concitoyens qui font confiance au train. Voilà. Et donc, à chaque fois, dans le cadre de la convention avec SNCF Voyageurs, eh bien, il y a des solutions de substitution, je pense que Renan les donnera, qui, naturellement, ne remplacent pas le train, mais sont un moyen de transport pour éviter. Alors, il y a nécessité, comme tu l'as dit, Maxime, de s'organiser. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut personnellement s'organiser différemment. Et puis, il faut qu'il y ait des solutions qui puissent être crédibles pour réaliser cela. Et je pense qu'on a démontré dans le temps qu'on y arrivait. Alors, dans le dossier de presse que vous avez, on a tenu à rappeler, alors je ne vais pas donner tous les éléments, mais rappeler la position de la région dans tout cela. La région est responsable, c'est la loi d'orientation des mobilités, est responsable de l'ensemble des mobilités qui débordent des mobilités intra-EPCI, que ce soit des EPCI urbains, Dijon, Besançon, enfin il y en a 13, là c'est les collectivités EPCI qui décident, ou que ce soit les EPCI ruraux qui ont pris ou non la compétence, avec lequel nous avons un travail de coordination. Et nous sommes responsables à la fois de l'architecture de toutes les mobilités, avec un souci permanent, c'est de favoriser l'intermodalité. Il n'y aura pas de train partout, et le train n'est pas le seul vecteur de communication, de transport. Et tous les modes de transport ont leur pertinence pour autant qu'on le mette au bon endroit. Donc c'est notre responsabilité, puis à travers cela, la responsabilité, c'est de faire en sorte que toutes les autorités aient une capacité à partenarier avec nous pour permettre d'avoir un travail cohérent pour donner des solutions de mobilité. Et il y a aussi un type de mobilité qu'il faut savoir quand même prendre en compte. Hein. J'ai vu un article aujourd'hui qui pose la problématique pour les JO, des personnes handicapées, notamment le nombre de personnes en fauteuil qui vont venir pour participer à ces JO qui ont autant de légitimité que l'autre. J'ai cru lire le chiffre de 40 000 personnes à fauteuil roulant qui seront là pendant 15 jours. Le réseau urbain par bus est totalement accessible.
le réseau RER et métro est accessible, je crois, dans 10% des cas, et ça va passer à 14% des cas. Donc nous-mêmes, nous avons, en plus de ces travaux, des mises en accessibilité des gares, où on profite de ces travaux pour réaliser avec Gares et Connexions ce qui doit être fait pour ne pas empiler les délais. Donc ça, et cette coopération, il faut l'expliquer parce que chacun a sa responsabilité, et ce qui est important, c'est de bien coordonner l'ensemble. Nous rappelons aussi dans cette présentation de la région, pour que les trains fonctionnent, il faut qu'il y ait des rails qui sont en qualité, mais il faut aussi qu'il y ait du matériel roulant qui soit de qualité. Et on rappelle quand même les acquisitions que nous avons faites, qui sont 300 millions d'euros en matériel roulant, qui vont finir d'être livrés. Je crois que tu réceptionnes le dernier bientôt. Fin septembre. Fin septembre, voilà. Et donc ce sont 26 trains, 24 trains nouveaux qui vont sillonner surtout la PLM et le nord de Lyon. Et il faut savoir qu'un train capacitaire, tel qu'on les utilise, c'est 13 millions d'euros. C'est 13 millions d'euros. Donc en plus des voies, nous assumons cela. Et puis nous avons donc au total, les circulations, c'est 587 trains quotidiens qui circulent sur 17 lignes ferroviaires et 201 gares. Et nous avons actuellement sur notre réseau 69 000 voyageurs quotidiens. Nous étions, avant la Covid, légèrement au-dessus de 60 000. Donc il y a un apport du train auquel nous avons répondu et nous allons répondre à l'avenir. Ce réseau est complété par des liaisons routières. On a 92 lignes. Et en 2022, il y a eu 10 900 000 kilomètres roulés par les cars sur la Bourgogne-Franche-Comté, et avec 1 900 000 voyages en 2022. Donc c'est une complémentarité importante. Alors, je ne parle pas des modes doux, des modes actifs, du covoiturage, de l'autopartage, qui en seront aussi des outils que l'on développe. Et l'objectif est d'avoir cette notion d'intermodalité que l'on doit débattre dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités avec les bassins de mobilité. Je bouclerai mon intervention dans lesquels, pour que il n'y ait pas de défaut, tout le monde est autour de la table et les opérateurs, aussi bien routiers que ferroviaires, sont tous invités à ces réunions. Et moi, je remercie d'être présent parce qu'on a fait 5 vagues de réunions, 33 bassins de mobilité. Vous voyez le nombre de réunions que cela représente depuis 2 ans, mais qui sont nécessaires. Voilà. Je n'irai pas plus loin et je serai disponible pour répondre à toutes les questions, comme d'habitude, qui concernent le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que le micro marche bien? Je suis pas sûr. Si, ça fait ça? Très bien. Il faut le tenir prêt, comme si c'était... Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Ronan Bouin, je suis directeur régional de SNCF Voyageurs, donc l'entité qui exploite le réseau ferroviaire Mobigo, donc mis en place et orchestré par la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais revenir sur, et je tiens à remercier SNCF Réseau de nous avoir conviés aujourd'hui, parce que effectivement, il y a tous ces travaux, on l'a vu, qui sont là pour, au fond, assurer l'avenir de tout le réseau régional pour les 50 prochaines années quasiment. Mais il y a aussi surtout la problématique de ce qu'on fait pour les voyageurs de tous les jours pendant la durée des travaux et ce que ça peut amener au-delà. Donc moi je vais me concentrer sur la période de transition et en particulier 2023
puisque 2024, en réalité, on est en train de travailler avec la région sur le sujet, et puis on va surtout s'inspirer de ce qui se sera passé en 2023 pour venir améliorer et optimiser le dispositif. Alors, on a deux grosses zones de travaux en 2023. La première, c'est la ligne Nevers-Chagny, donc qui est interrompue jusqu'au 16 février prochain, avec une reprise partielle des circulations entre Nevers et Montchanin à partir de fin d'année. Mais d'ici là, donc, on a un dispositif majeur qui a été élaboré. C'est un des dispositifs les plus importants de ces dernières années en termes de substitution, puisqu'on parle de 90 cars par jour qui circulent entre Dijon et Nevers, et puis avec toutes les dessertes intermédiaires évidemment considérées, pour avoir un dispositif au moins aussi capacitaire que ce qu'il y avait en train avant la fermeture des travaux au 10 juillet dernier. Ce dispositif, il a fait l'objet de plusieurs présentations, il a surtout fait l'objet d'une concertation avec tous les acteurs locaux qui comptent, et puis un certain nombre de réunions publiques, comme M. Neugnot le rappelait, pour affiner à la fois les horaires, mais aussi les capacités. Et je prends juste un exemple, mais on avait 70 cars prévus à l'origine, on en a rajouté 20 justement pour organiser notamment les doublages, les vendredis soirs, les dimanches soirs et lundi matin, pour assurer de bien pouvoir transporter l'ensemble des voyageurs. Donc ce dispositif, il se déroule depuis le 10 juillet. Il y a une nouvelle phase qui débute le 4 septembre prochain, à l'occasion de la rentrée scolaire, bien entendu, et puis avec une reprise ferroviaire partielle, puisqu'on a les circulations entre Nevers et Nevers-le-Banlay qui reprennent là aussi. Voilà, la deuxième zone importante de travaux, et donc qui est nouvelle en termes d'information, j'ai envie de dire, et de communication auprès des voyageurs, c'est la zone donc PLM, dont Maxime évoquait les travaux à partir du 18 septembre prochain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 65% des voyageurs qui empruntent quotidiennement cette ligne ne sont pas concernés. Et ça, c'est quand même important. On a aujourd'hui, en gros, les 2 tiers des voyageurs qui ne sont pas du tout et qui ne seront pas impactés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et Maxime le rappelait, les heures de pointe, donc jusque 10 h le matin et à partir de 17 h le soir, on peut faire circuler des trains. Et donc c'est évidemment ce que l'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on maintient le plan de transport à l'identique de ce que l'on connaissait, et en plus on vient renforcer les trains cadrants, c'est-à-dire le dernier train à circuler avant la fermeture pour les travaux, et le premier train à circuler à la réouverture à la circulation du réseau. Ce qui veut dire qu'on met un peu plus de capacité en eux. Alors, évidemment, pour tous ces trains, l'ensemble des services habituels sont disponibles et demeurent disponibles. L'enjeu, c'est donc pour le tiers restant concerné, le sujet a été de dire mais comment au fond on va substituer. Donc là, on utilise également le service routier, hein, les cars, et on va déployer 10 cars quotidiennement sur cet axe, avec aujourd'hui 7 circulations ferroviaires qui sont suspendues, mais on met 10 cars. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une desserte omnibus, j'ai envie de dire classique, par rapport à la desserte ferroviaire, et puis on va avoir des circulations de cars entre Dijon et Auxerre, directement, sans arrêt, et qui viendront desservir La Roche-Migène ensuite. Donc on a essayé de, là aussi, adapter l'offre de substitution pour offrir un service dit un peu plus direct pour les origines-destinations les plus longues, hein, donc entre Dijon et Auxerre. Et sinon, le principe qu'il faut retenir, c'est donc un train ne circulant pas est automatiquement substitué par une circulation routière. Voilà, donc c'est les 2 principes qu'il faut retenir. Avec l'ensemble des services maintenus également. Monsieur Neugnot parlait tout à l'heure des personnes à mobilité réduite. On maintient le service accès TER Mobigo sur l'ensemble des circulations, y compris pendant les coupures travaux. Voilà. Alors, le 3e volet important, c'est comment on communique au fond et comment on tient informé nos voyageurs de tout cela.
La première chose qu'on a décidé, c'est d'avoir un affichage en gare. Donc on informe des coupures et de l'impact que cela a, avec notamment la substitution routière qui est mise en place, et donc on donne les horaires et le plan de dessert. On a un certain nombre d'annonces à bord sur la ligne entre Dijon et La Roche-Migène qui vont intervenir et qui débutent aujourd'hui, je crois, ce matin. Et puis on a également considéré un envoi par email à l'ensemble des abonnés qui représente quand même 40% du trafic sur ces travaux, et donc qui seront parfaitement informés des moyens de substitution mis en œuvre et décidés par la région. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je tiens quand même vraiment à rappeler que 2 tiers des voyageurs ne sont pas impactés par les travaux mis en œuvre. Évidemment, on est très vigilant à ce qui va se passer au quotidien, parce qu'on a évidemment l'avis des travaux, qui n'est quand même pas tout à fait la même chose que quand l'infrastructure est disponible en continu. Donc on sera là aussi, et toute l'équipe SNCF Voyageurs pour le compte de la région Bourgogne-Franche-Comté sera là pour veiller et mettre en place des cartes si besoin s'en faisait ressentir. Voilà en ce qui concerne donc SNCF Voyageurs pour le réseau Mobigo. Merci Ronan. Bonjour à tous, du coup, moi je suis Benjamin Hutto, je suis le directeur de l'Axe TGV Sud-Est. L'Axe TGV Sud-Est, c'est l'entité au sein de la branche TGV de SNCF Voyageurs qui conçoit et produit tous les TGV qui circulent globalement à l'origine de Paris-Gare de Lyon ou au départ de Lyon, et donc ça va de Mulhouse à la Suisse en passant par tout l'arc méditerranéen et jusqu'à Barcelone. Juste un mot pour redire en termes d'organisation du système ferroviaire, ça c'est quelque chose qui est clarifié depuis un moment maintenant par le législateur. Il y a vraiment 2 modèles économiques différents. Il y a un modèle conventionné organisé par les régions, dont on vient de parler dans le cas d'espèce de Bourgogne-Franche-Comté, et puis il y a des services dits librement organisés, et donc à l'initiative des entreprises ferroviaires qui fonctionnent sans subvention. Voilà, dont nos seules recettes sont les ventes des billets. Voilà, et donc c'est le cas pour tous les trains qu'on produit. Sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, il y a 2 transporteurs qui assurent la desserte grande vitesse. Vous le savez, il y a TGV Inouï et Lyria. Lyria, c'est la co-entreprise qu'on exploite avec les chemins de fer suisses. Ce sont des trains, donc ce sont 2 entités, mais en termes d'offres, on fait une conception commune. Et on s'assure, enfin on les produit nous-mêmes, d'ailleurs au sein de l'Axe TGV Sud-Est, et on conçoit l'offre pour s'assurer que les horaires correspondent à une pertinence de desserte sur l'ensemble des territoires traversés, et donc notamment sur la région BFC. Alors en termes d'impact de travaux, nous ce qui nous impacte directement, c'est la coupure du PLM Nord, dont il a déjà largement fait question, puisque l'essentiel des dessertes à grande vitesse emprunte cette ligne. Donc pour donner l'ordre de grandeur de ce dont on parle, la grande vitesse sur votre région, c'est 34 circulations par jour, donc 17 allers-retours, donc 14 qui desservent Dijon, et c'est environ 15 000 personnes transportées par jour par ces TGV. Donc en termes d'impact, c'est relativement proche des ordres de grandeur qui ont été donnés par mon collègue de TER, puisqu'il n'y a aucune circulation donc du 18 septembre au 5 octobre entre 10h et 17h, du lundi au jeudi, mais ce sont des horaires qui permettent de préserver les trains de pointe et donc de faire circuler la majorité de nos circulations. D'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que globalement, on a 2 tiers des circulations qui pourront être maintenues. Donc très précisément, c'est 23 sur 34. Et donc 12 qui seront supprimés. Alors pour essayer de limiter autant que possible, là, pardon, je parlais des travaux en semaine, parce qu'il y a aussi des travaux de 5 week-ends. Les week-ends, là, c'est environ 60% des circulations qui peuvent être maintenues.
Dans la même logique que ce qui peut se faire côté TER, donc la manière dont on essaye de limiter les impacts, eh bien, c'est de renforcer les capacités de train encadrants. Donc là où on avait ce qu'on appelle des unités simples dans notre jargon, donc des trains assurés par une rame, eh bien, sur les trains encadrants en tant que possible, on va essayer de mettre systématiquement ce qu'on appelle des unités multiples, c'est-à-dire des trains assurés par 2 rames, pour doubler la capacité. Sur ces trains, on a aussi travaillé pour qu'il y ait deux trains de l'IRIA à l'origine de Zurich qui puissent être détournés par l'Est, et donc ils vont arriver gare de l'Est pour maintenir la capacité là-dessus. Et puis on a un aller-retour qui était initialement terminus Besançon, qui vont être prolongés à Belfort et Mulhouse, voilà, pour essayer de maintenir le maximum de dessertes sur les villes de notre parcours. Et donc en faisant tout ça, on arrive avec 2/3 des circulations à offrir environ 75% des sièges, c'est-à-dire de la capacité qu'on offre en temps normal pendant cette période de travaux. Et les week-ends, pour 60% des circulations, c'est environ 2/3 de la capacité qu'on arrive à maintenir. Un autre point important, c'est qu'on a des abonnés, notamment sur Dijon, Max Actif et Max Actif Plus, hein, donc des gens qui font régulièrement entre 2 jours par semaine jusqu'à tous les jours des allers-retours en TGV vers Paris. Globalement, les trains des abonnés ne sont pas impactés par les travaux, ça serait une très bonne nouvelle. Et donc ce qu'on voit, c'est que 97% des voyages qu'on observe qui sont faits par ces abonnés, ils seront sur des trains qui seront maintenus. Donc ce sera globalement quasiment sans impact pour ces voyageurs qui ne représentent pas la majorité de leur trafic, mais pour qui ces circulations ont un impact par contre extrêmement important pour leur vie quotidienne. Voilà peut-être un petit mot de 2024 hein, pour dire, parce qu'on sera sur de la même typologie de travaux. La différence par contre c'est que ça impactera jusqu'au vendredi, puis ce sera sur une durée beaucoup plus longue que les 3 semaines qu'on a là sur 2023. Donc cette année ce sera un galop d'essai, hein, ça nous permettra de voir comment ça se passe. Et globalement, en termes d'impact sur notre offre et sur notre plan de transport, on devrait être sur quelque chose de très proche. Voilà, c'est simplement la durée qui sera allongée. Il y aura une spécificité en 2024, mais là qui sera une opération vraiment unique. Hein, ça a été dit par Maxime au tout début, c'est les travaux de mise en service de LGV+. Ça, c'est vraiment une opération unique où là, c'est toutes les circulations à grande vitesse qui vont être coupées sur une période de 4 jours pour changer tout le système de signalisation de la ligne. Et donc là, pour le coup, pendant ces 4 jours, il y aura un impact qui sera évidemment extrêmement significatif sur toutes les circulations TGV, puisque les lignes à grande vitesse seront fermées. Donc on maintiendra quand même un certain nombre de circulations en passant par les anciennes lignes. Et donc la PLM, évidemment, avec une capacité, un débit qui qui ne sera pas du tout du même ordre de grandeur que ce qu'on peut avoir quand on circule à ligne à grande vitesse, hein, parce qu'évidemment les parcours sont beaucoup plus longs et puis ce sont des lignes qui sont aussi empruntées par beaucoup de circulations, notamment TER, et donc la capacité résiduelle qu'on aura ne sera pas du tout la même. Donc je ne peux pas vous dire encore l'impact précis que ça aura sur la desserte de BFC, puisqu'on est encore en train d'y travailler, mais là on aura un abattement du plan de transport qui sera beaucoup plus fort que ce dont on parle là pour les travaux du PLM Nord. Voilà ce que je peux dire à titre liminaire sur la circulation, l'impact sur les circulations TGV. Merci Benjamin. Un complément, bien sûr. Oui, je veux juste compléter un point non négligeable et qui concerne à la fois d'ailleurs les circulations, enfin les voyages TGV, l'IRIA comme le réseau Mobigo, mais toutes les applications de réservation et d'information sont à jour depuis juillet. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un certain nombre de voyageurs qui ont déjà connaissance du dispositif. Quand je parle du dispositif de substitution, par exemple par car, il est déjà en place dans l'application via Mobigo, SNCF, TR, Bourgogne-Franche-Comté, j'en passe et des meilleurs, hein, SNCF Connect, Trainline et autres. Et ça, c'est déjà en place depuis juillet. Donc c'est important en termes d'anticipation de l'information auprès des voyageurs. D'ailleurs, par rapport à ça, à constater la difficulté de la temporalité de la communication. Puisque il était normal que SNCF Voyageurs s'assure de l'information le plus tôt possible.
sauf qu'entre le plus tôt possible ce qui a été fait et aujourd'hui, il y a certains de nos concitoyens qui se sont aperçus de cela. Et pour vous montrer l'interprétation que l'on fait des faits, vous avez sur les TGV du matin, il y en a 2 qui sont regroupés, avec un doublement de la capacité. J'ai parlé de l'arrêt à Montbard qui était à 7h, à 8h. Donc les 2 trains, la capacité va être exactement la même, mais le train va être à 7h40, je crois, il y a quelque chose comme ça, un terme médian. Immédiatement, dans les réseaux, vous voyez que ça y est, la gare de Montbard va fermer, ils ont déjà commencé à supprimer un TGV. C'est ça la réalité. Deuxièmement, il y a l'IRIA va être impacté en journée. Je suis pas mal allé du côté franc-comtois. Immédiatement, l'interprétation, c'est, eh ben, ça y est, les lyrias qu'on avait, notamment à Frane, on va commencer de les supprimer par petits bouts. Voilà. On est dans ce monde où... Et ça devient une vérité. Et ça devient une vérité. Donc, très complexe de donner l'information au bon moment. Et je pense que ben, vous avez un rôle, vous, essentiel, les médias, pour effectivement corriger cela. Parce que des polémiques naissent qui ne sont pas du tout justifiées. C'est-à-dire on tire des conclusions très hâtives sur un élément factuel c'est le changement qui a eu lieu, mais voilà. Voilà, c'était tout. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On a essayé d'être complet. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de cartes de substitution. Je reviens sur les gens en situation de PMR. Comment ça se passe pour eux? Parce que les cartes ne sont pas forcément en adéquation avec leur handicap. Et je voulais savoir s'il y avait un numéro, quelque chose de particulier à ce niveau-là. Oui, alors, il y a 2 situations en réalité. On a enfin, 2 situations et un traitement unique. Le traitement unique, c'est un service qui s'appelle donc Accès TER, qui permet à tout voyageur en mobilité réduite de réserver jusqu'à 24 heures avant son voyage un service qui lui garantit de transport. Et ensuite, quand je situe 2 situations différentes, il y a des cas où le car va permettre d'assurer le transport, et puis il y a d'autres cas pour lesquels on va déclencher un taxi spécifique pour le transport du voyageur. Merci beaucoup. D'une façon générale, beaucoup plus que le car inadapté au PMR, parce que la règle est quand même que tous les cars doivent être adaptés au PMR, c'est surtout l'arrêt de car qui n'est pas forcément adapté au PMR. Et la continuité, c'est-à-dire quand l'arrêt est adapté, il faut que l'arrivée vers l'arrêt soit elle-même adaptée. Donc vous voyez, mais ce n'est pas le car qui est en retard, c'est le lieu d'accessibilité. Quand vous en avez un, eh bien, et c'est de la compétence de la commune, il faut que le cheminement soit adapté. C'est ça qui prend beaucoup de temps pour répondre aux problèmes des personnes. Et vous parlez des PMR, mais il peut y avoir, ce qui est souvent pérenne, mais il peut y avoir aussi des personnes qui, de façon non pérenne, se retrouvent avec un handicap et qui se retrouvent exactement dans la même situation que les PMR. Donc, on l'a bien vu avec les travaux en gare de Dijon, où effectivement, ça change la vie des personnes PMR, mais ça change la vie de tout le monde. Et du flux qui est organisé, qui est totalement différent, et qui évite, vous sortez beaucoup plus rapidement d'une gare qui répond aux obligations PMR. Donc c'est tout le monde qui y gagne. Merci beaucoup. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sur l'information, la communication sur laquelle vous insistez pour du public. De quelle façon les élus des communes concernées ont été ou non associés? Est-ce qu'il y a des réunions mairies qui ont été organisées peut-être par ces élus-là?
ou même pour peut-être couper le cours à certaines rumeurs dont vous parliez qui demeurent infondées. Est-ce qu'il y a un système d'information qui passe par les maires, par exemple, pour aller à la population, ou est-ce que c'est vraiment la région qui pilote la com? Alors, je pense que le conseil régional est assez présent dans la relation aux élus, et Michel Deniau vous en dira peut-être quelques mots, parce qu'il l'a évoqué déjà tout à l'heure au travers de sa présence sur le terrain et au contact des élus des associations. Pour ce qui concerne les SNCF Réseau, je le disais dans mon propos, voilà, on aurait peut-être pu anticiper un peu plus cette information, mais c'est toujours délicat de trouver le bon tempo. C'est vrai que là, des travaux qui interviennent sur une durée de 3 semaines à partir du 18 septembre, faire cette information maintenant, certains nous disent que c'est plutôt le bon tempo. Voilà, donc on trouvera toujours des avis divergents. En tout cas, pour répondre encore un peu plus directement à votre question, on va donner une information, le dossier de presse que vous avez en l'occurrence ici, on va l'adresser à l'ensemble des élus du territoire pour la complète information. On fait signe, il y a peut-être une information complémentaire. Oui, Thomas voulait compléter. Thomas, oui. Tu souhaites que je donne un Vas-y, oui. Alors Thomas Elbert qui dirige l'agence projet, l'ingénierie pour SNCF Réseau sur les projets qu'on évoquait. Alors par rapport au projet que nous avons évoqué, l'équipe projet l'année dernière a commencé à rencontrer les élus locaux pour leur expliquer de quelle manière nous allions justement organiser nos chantiers ferroviaires sur les axes concernés. Et nous avons organisé dès ce début d'année des réunions publiques avec le panel d'élus qui étaient invités et ouvertes au public et aux habitants, aux citoyens locaux. Donc le but du jeu, c'était de partager la nature des travaux que nous allions faire sur les axes en question et de communiquer avec eux effectivement sur toute l'organisation de ces travaux et les adaptations qu'il faudrait trouver, tant par rapport à cette organisation de travaux que l'organisation des dessertes, en lien aussi avec des fermetures de passages à niveau qui ont généré des déviations routières sur des périodes qui ont été largement communiquées pour que tous les services et tous les utilisateurs puissent s'organiser le mieux possible, justement. Donc c'est de l'anticipation depuis l'année dernière auprès des élus et depuis ce début d'année auprès des personnes et des habitants concernés sur les axes en question. Et des publications aussi qui se font à travers du boitage que nous organisons pour la totalité des riverains, pour expliquer les travaux que nous allons faire sur la durée et les organisations et l'organisation que ça nécessitera. Voilà. Je disais tout à l'heure, chacun a son boulot. Le sujet qui est prégnant dans les relations avec les élus, c'est que c'est de la communication, c'est de l'information sur des décisions sur lesquelles ils n'ont aucun poids pour changer les choses. C'est-à-dire c'est de l'information qui est donnée leur disant voilà les conséquences qu'il y aura, quelles sont vos remarques par rapport à cela, et derrière ça se déroule. Or, nous sommes dans une société où on voudrait que les décisions soient prises beaucoup plus collectivement, ce qui est quasiment impossible. Des travaux comme ceux-ci sont anticipés depuis 3-4 ans. Or, si vous expliquez il y a 3-4 ans, alors que quand c'est décidé de les faire, vous ne savez pas encore quelle va être la consistance des travaux, quel va être le résultat des appels d'offres, quel va être, vous allez pédaler dans la semoule et dire des choses qui ne seront pas assez précises. Ce qui importe, et je pense qu'il y a un bon complément au niveau des travaux de réseau, on indique aux élus concernés cela, mais l'élu qui habite dans la commune d'à côté qui se sert de la gare, il n'a pas cette information. On a cette information que cela. Et puis, nous, c'est-à-dire collectivement, on porte les conséquences de cela à travers l'information qui est donnée là, plutôt grand public. Puis de l'information spécifique qui est donnée naturellement à tous ceux qui sont en contact régulier avec SNCF Voyageurs et qui reçoivent des informations au fil de l'eau. Voilà. Et je ne sais pas comment on pourrait faire autrement, sauf à discuter en permanence et ne rien faire. Pour les finances de tout le monde, ça serait mieux. Mais voilà.
On va accentuer encore cette information qui est absolument nécessaire. Les inquiétudes et les questions sont normales. Hein, donc, voilà, à nous d'être bons dans l'information et on va essayer là, dans les jours qui viennent de la renforcer un petit peu puisque l'échéance du 18 septembre approche. Hein. Mais on a eu déjà le cas qui n'était là ni l'un ni l'autre hein, de travaux avec des suppressions de dessertes, des remplacements. Moi, j'avais été, comme chaque fois, avec Réseau et Voyageurs sur cette ligne-là, PLM. Honnêtement, la méthode qui vient vous être décrite a donné totalement satisfaction à ceux qui étaient directement concernés. Mais vous aviez toujours, nous, on ne nous a rien dit. Pourtant, on se sert de la gare, on est à côté de la gare. Voilà. C'est ça la difficulté qui est la nôtre. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les 4 jours de bascule, vous avez déjà la date en 2024? Oui. C'est le week-end du 11 novembre. Ouais, c'est ça. 9, 10, 11, 12. C'est dans le dossier. Hein, c'est dans le dossier. 9, 10, 11 et 12 novembre 2024. Et c'est là. Voilà. Oui. Sur ce qui semble être les préoccupations principales des usagers, c'est-à-dire la ponctualité et les prix, parce qu'on ressent beaucoup de... Est-ce qu'on peut déjà dire que justement ces travaux sont notamment destinés à une meilleure ponctualité? Et sur les tarifs, par rapport aux peut-être limites naissantes, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des tarifs ou pas du tout, que ce soit TER ou TGV? Est-ce que c'est déjà décidé? Ou est-ce qu'une meilleure desserte après ces travaux pourrait avoir une répercussion sur les prix? Alors, sur les prix, il y a de l'inflation. On a toujours suivi un minima d'inflation. Voilà, et c'est partout pareil. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que le train TER, TGV s'exprimera, le train TER n'est pas cher. Le train TER n'est pas cher. Et j'encourage tout le monde à prendre le pass Mobigo Flex quotidien qui donne un train pas cher. Alors je vais vendre ma soupe là. Hein. Je fais la comparaison avec, vous avez une box ou un truc comme ça, tant que vous n'avez pas dénoncé, ça fonctionne. La différence avec la box, c'est que vous pouvez lever pendant une certaine période à votre choix, suspendre l'utilisation de ce pass quotidien. C'est-à-dire que ensuite, vous ne payez que ces 9 mois et demi, hein, au lieu de 12. Et puis ça vous donne une autre chose comme avantage. Pour l'instant, on leur mettra un bouquet de services certainement derrière. Le week-end, vous pouvez voyager avec ce kit Pass Mobigo Flex quotidien sur tout le réseau Bourgogne-Franche-Comté, sans bourse déliée et avec un tarif préférentiel pour la personne qui vous accompagne. Et je rappelle que le tarif pour les enfants de moins de 14 ans, c'est 2 €, quelle que soit la distance à parcourir. Donc, vous avez compris ma conclusion, c'était mon propos initial. Le train Mobigo TER n'est pas cher. Le TGV, c'est pas cher. Ça peut y aller, hein, chacun son truc. Hein. J'ai bien dit qu'on était ensemble, mais différents. Hein. Bon, d'abord, par rapport à la question sur les impacts travaux, il n'y a aucun impact direct des travaux sur nos prix. Pour nous, comme je l'ai dit, le modèle de TGV, c'est un modèle qui vit sans subvention. Hein, donc ça veut dire qu'à la fin, tous nos coûts doivent être payés par l'usager final quand il achète son billet de TGV. Et donc pour nous, ce qui compte, c'est le prix du sillon, c'est-à-dire ce que nous facture SNCF Réseau quand on circule sur ces lignes, hein, parce qu'à chaque train qui passe, on paye une redevance d'usage du réseau, quelque part qu'on appelle un sillon, et globalement, il y a toujours un effet retard, parce que les prix des sillons sont fixés à l'avance, mais ces prix des sillons, ils sont impactés par l'inflation, et donc globalement, on en tient compte dans notre politique de prix, donc c'est avec
Globalement, on avait annoncé une hausse moyenne de 5% des prix des TGV cette année, qui est inférieure à l'inflation et inférieure à la hausse des coûts qu'on a eu, notamment du réseau. Donc voilà, on fait le maximum pour garder une politique d'attractivité du TGV et pour garantir un maximum de petits prix. Et encore cet été, là, globalement, sur notre axe, on avait la moitié des billets de train qui étaient vendus à moins de 45 €. Après, on peut toujours avoir un débat sur ce qui est cher et pas cher, mais voilà, en tout cas, là-dessus, la clé, c'est deux choses. Hein. C'est d'abord l'anticipation des réservations. C'est ça qui permet d'avoir justement accès au petit prix. C'est la carte avantage. Hein. Vous savez que la carte avantage, elle donne 30% de réduction et puis des plafonds, des plafonds de prix pour chaque desserte. Et ça, c'est quelle que soit la date de circulation, même les jours où les demandes sont les plus fortes, voilà, de manière à assurer l'accessibilité la plus grande possible et puis un peu de flexibilité, c'est-à-dire que c'est sûr que vous avez plus de chances d'avoir un tarif élevé sur un Paris-Nice quand vous y prenez la veille d'un grand week-end de juillet que si vous y prenez tôt ou que vous êtes un peu flexible sur votre date de voyage, quoi. Bon, c'est la même chose pour toutes nos dessertes, quoi. En tout cas, juste pour revenir à la question directe, il n'y a aucun impact direct des travaux sur nos politiques. Et par contre, le point qu'on va vigiler cet automne, c'est le fait de dire que comme il y a moins de capacité, que ça ne conduise pas du coup derrière à une inflation des tarifs parce qu'il y aurait trop de demandes. Mais ça, c'est un point qu'on va surveiller spécifiquement pour que le panier moyen, comme on appelle dans notre jargon quelque part, c'est-à-dire que le prix payé en moyenne sur les trains, il reste conforme à ce qui se fait d'habitude. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je propose peut-être d'en rester là en vous remerciant et voilà, on a essayé d'être complet, plusieurs voix. Merci au présent, merci à vous d'être là aujourd'hui et merci de votre aide pour nous aider à informer et à positiver sur ces travaux qui sont une bonne nouvelle pour le train. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde le photo.